Abonez-vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laissez unlike Aïdas la chain, c'est Evalabra. Partie 1, le début de l'enquête. Je n'aurais jamais imaginé qu'un reportage pourrait me plonger si profondément dans l'abîme de l'inexplicable. Je m'appelle Louis Delacroix, journaliste d'investigation au Le Monde, l'un des journaux les plus respectés de France. Mes histoires traitent généralement de corruption politique, de crimes organisés ou des faiblesses du système social. Mais celle-ci est différente. Lorsque je me suis assis pour écrire ce récit, ma main tremblait comme jamais auparavant. Ce n'était pas de la peur, mais de l'incertitude quant à ce que j'avais vraiment vu et vécu. Tout a commencé par un appel que j'ai reçu au bureau un mardi froid de novembre. Le rédacteur en chef, Marc Dubois, toujours sceptique à l'égard des histoires à caractère paranormal, m'a demandé d'aller à Rennes enquêter sur un cas étrange. Un groupe de jeunes documentaristes avait disparu sans laisser de traces pendant la production d'un court-métrage sur une légende urbaine locale. Au début, j'ai hésité. Cela semblait être l'affaire d'un tabloïd sensationnaliste. Mais Marc était déterminé. C'est un travail pour le journalisme sérieux, a-t-il dit. Et bien sûr, une occasion en or de donner un nouvel angle à nos pages. Les jeunes cinéastes documentaient une ancienne légende de la région, quelque chose qui, jusqu'alors, n'était qu'un conte sombre raconté par des grands-parents pour effrayer les petits-enfants. L'histoire de la sorcière de Bellemare. Contrairement au célèbre cas américain, cette sorcière, supposément nommée Élise Durand, a été accusée de sorcellerie au Xe siècle. Torturée et exécutée dans les environs de la forêt de Brocéliande, une zone déjà entourée de mythes et de superstitions. La forêt elle-même était le théâtre de légendes arthuriennes, mais la présence d'Élise l'a rendue maudite. Je suis arrivé à Rennes le lendemain matin. Le froid était glacial et le brouillard dense. La ville était vibrante, avec des rues étroites et des bâtiments médiévaux qui semblaient murmurer de vieux secrets. Mon premier pas a été de rencontrer l'un des rares membres restants de ce projet de tournage, un technicien du son nommé Gabriel Fontaine. Il semblait marqué, comme s'il avait vu quelque chose que son esprit refusait de traiter. Vous ne comprenez pas, monsieur Delacroix, nous étions sceptiques, vous savez. Rien de tout cela n'était réel, jusqu'à ce que ça le soit. Gabriel m'a parlé du dernier tournage, où tout le monde s'était concentré sur la recréation de l'un des rituels d'invocation décrits dans les documents trouvés à la bibliothèque locale. Selon lui, l'atmosphère a changé. Ce n'était pas seulement le silence de la forêt, c'était quelque chose de plus dense, une présence. « Elle est là, Louis », répétait-il, ses yeux vitreux. « Élise, elle est toujours là. » J'ai poursuivi la conversation, essayant d'obtenir plus d'informations, mais Gabriel était fragmenté, piégé dans sa propre terreur. Je n'ai pas pu tirer beaucoup plus qu'un nom et un emplacement. Une vieille cabane dans la forêt où ils avaient capturé les dernières images avant la disparition de 3 membres du groupe. C'était presque comme si la forêt avait englouti les jeunes. Aucun corps, aucune piste concrète, juste des bandes trouvées éparpillées dans la cabane, avec des audios troublants et des images tremblantes montrant quelque chose ou quelqu'un. Toujours hors de focus. Ma curiosité avait été éveillée d'une manière qui se produisait rarement. Je devais voir par moi-même. Partie 2, la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande se dressait devant moi comme un labyrinthe de troncs tordus et d'ombres suffocantes. Ce n'était pas une forêt ordinaire. Elle semblait avoir une vie propre, observant et écoutant chacun de mes pas. Les histoires locales sur cette forêt étaient nombreuses. Guerrier enchanté, lac magique, et maintenant, la malédiction d'Élise Durand, la sorcière de Bellemare. Guidé par les instructions hésitantes de Gabriel Fontaine, j'avançais vers la cabane mentionnée, le seul point de départ pour tenter de comprendre ce qui était arrivé aux jeunes disparus. Chaque pas dans la forêt était lourd. Le sol humide absorbait le son de mes bottes, étouffant tout bruit. Les branches pendaient comme des bras squelettiques, tentant de m'attraper. Il y avait un silence là qui n'était pas naturel. Pas de chant d'oiseaux, ni de vent dans les feuilles, juste un vide oppressant. Ma caméra était allumée, et mon enregistreur captait chaque murmure, si faible soit-il. Après environ 40 minutes de marche, j'y étais.
La cabane décrépita, à moitié enfouie dans la végétation, ses planches vieillies se tordaient comme si elles résistaient au temps. Il semblait impossible que quelqu'un ait vécu ici, mais la cabane était imprégnée d'une énergie qui me fit hésiter. Une odeur de bois pourri et de terre humide emplissait l'air, mêlée à quelque chose de métallique, évoquant le sang. J'entrais lentement, la lumière du matin peinant à pénétrer à travers les fenêtres brisées. Des morceaux d'équipement de tournage étaient éparpillés, comme si les jeunes avaient quitté les lieux en hâte. Au centre de la cabane, il y avait un petit foyer éteint, entouré de symboles étranges sculptés dans le sol. Des symboles que je ne pouvais reconnaître, mais qui semblaient anciens, comme une écriture arcane, destinée à retenir ou peut-être appeler quelque chose. Mon regard se fixa sur une des bandes laissées sur le sol. La couverture était tachée et usée, mais encore lisible. Je mis la bande dans mon enregistreur portable, et le son qui en émergea était plus un lamentement qu'autre chose. Des voix chuchotées, des pleurs étouffés, et quelque chose d'autre. Un bourdonnement constant semblant venir des profondeurs de la terre elle-même. Il était impossible de discerner ce qu'il disait, mais le ton était de pur désespoir. Soudain, un bruit métallique résonna dans l'espace. Quelque chose était tombé à l'étage supérieur de la cabane. L'adrénaline monta, et je ne savais pas si le bruit résultait de mon imagination ou s'il y avait vraiment quelqu'un là-haut. Je montais lentement les escaliers grinçants, chaque pas semblant une condamnation. Dans le grenier, il n'y avait guère plus que de la poussière et des vieilles caisses, mais une fenêtre brisée laissait passer un courant d'air froid qui me fit frissonner. C'est alors que je remarquai quelque chose griffonné sur le mur. Un dessin rudimentaire d'une femme entourée de flammes, avec des symboles semblables à ceux du sol. À côté d'elle, une date, 1692. L'année où Élise Durand fut brûlée vive. Tout à coup, j'entendis des pas légers mais rapides à l'extérieur de la cabane. Je courus à la fenêtre, mais je ne vis que les arbres se balancer légèrement. Il n'y avait personne, mais j'avais l'impression d'être observé. Je décidai de sortir de la cabane et de suivre le son, m'avançant dans la forêt vers un endroit où les branches semblaient plus tordues, presque formant un tunnel naturel. À chaque pas, je sentais le poids d'une présence invisible, quelque chose qui semblait m'entourer et me guider. C'était comme si la forêt se refermait autour de moi. Lorsque j'arrivai à une petite clairière, je remarquai que quelqu'un avait dressé un cercle de pierre, très semblable au rituel païen ancien que j'avais lu lors de mes recherches. Au centre, il y avait un petit amulette fait de brindilles entrelacées, formant une figure humaine. C'était le même amulette mentionné dans les anciens journaux de la région comme un symbole de protection ou de malédiction. L'enregistreur était toujours allumé dans ma poche et en y jetant un coup d'œil, je vis que l'aiguille tournait de manière erratique, comme s'il y avait une interférence. Il y avait quelque chose autour de moi, mais je ne pouvais pas le voir, juste le sentir. Je retournai à la cabane pour prendre mes affaires et sortir de la forêt, mais à mon arrivée, je remarquai que la porte était ouverte. Je l'avais fermée en entrant. J'essayais d'enregistrer quelques dernières impressions, mais chaque fois que je commençais à parler, le microphone captait un bruit étrange, presque comme un chuchotement lointain que je ne pouvais identifier. Cela ressemblait à une voix, mais parlait dans une langue que je ne connaissais pas. Cette nuit-là, je retournai à mon hôtel à Rennes, sentant que je n'avais fait qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand et bien plus sombre. Je ne pus dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les symboles, la figure de la femme dans les flammes, et je sentais le regard de la forêt sur moi. Quelque chose me disait que je n'étais pas seul et que mon enquête ne faisait que commencer. Partie 3. Écho du passé. La ville de Rennes se réveilla sous un fin brouillard qui traînait dans les rues comme des doigts glacés. J'avais passé la nuit à revoir les enregistrements de la cabane, essayant de trouver un sens dans le chaos des murmures et des bruits déconnectés. Il y avait quelque chose là, une présence qui transcendait la simple compréhension. Je savais que j'avais besoin de plus de réponses, et pour cela, je retournais à la source des quelques archives restantes sur Élise Durand, l'ancienne bibliothèque de la ville.
Le bâtiment était une structure gothique imposante, avec des colonnes qui semblaient soutenir le poids de siècles d'histoire enfouie. À l'intérieur, la pénombre n'était troublée que par la faible lumière qui filtrait par les hautes fenêtres poussiéreuses. Je découvris une petite salle d'archives oubliée, où les documents sur les sorcières de Belmar étaient gardés comme des reliques d'un passé que personne n'osait revivre. C'est là que je rencontrai Madeleine Laurent, une bibliothécaire âgée mais aux yeux perçants, qui semblait connaître chaque recoin sombre de cet endroit. Elle m'observait avec un mélange de curiosité et de prudence, comme si elle savait plus qu'elle ne voulait le dire. Je lui posais des questions sur Élise Durand, et son regard se durcit. Il semblait que j'avais mentionné un nom qu'elle préférait oublier. « Vous ne devriez pas vous mêler de ces choses, monsieur Delacroix, » dit-elle d'une voix basse, ses doigts tremblants parcourant le cuir usé d'un des vieux livres. Élise était une femme injustement condamnée. Oui, mais les histoires qui ont suivi, elles ne sont pas que des légendes. Quelque chose s'est réveillé dans cette forêt, et beaucoup croient que ce n'est pas seulement sa mémoire. Madeleine me remit un vieux journal, le plus proche d'une confession écrite par quelqu'un qui avait été témoin des jugements et des exécutions de l'époque. Feuilletant les pages jaunies, je trouvais des descriptions de rituels étranges réalisés avant la capture d'Élise. Des gens disparaissaient sans explication, et la forêt semblait dévorer ceux qui s'aventuraient trop près de l'ancienne cabane, où l'on dit qu'Élise avait accompli ses derniers sortilèges. Mais un passage en particulier attira mon attention. C'était le récit d'un habitant local qui décrivait avoir vu la silhouette d'une femme dans l'ombre de la forêt, longtemps après l'exécution d'Élise. Elle se déplaçait lentement entre les arbres, entourée d'une brume dense qui semblait la suivre comme un voile, murmurant dans une langue que personne ne pouvait comprendre. Je pris le journal avec moi, promettant de le rendre, et décidai de retourner dans la forêt le même après-midi. Quelque chose dans cette description coïncidait avec ce que j'avais ressenti dans la cabane, comme si l'environnement lui-même tentait de communiquer d'une manière déformée. Je devais revisiter l'endroit du cercle de pierre, le lieu où l'amulette de brindille avait été trouvée. Lorsque je revins dans la forêt, l'atmosphère semblait encore plus pesante. La lumière du soleil peinait à traverser les cimes des arbres, projetant des ombres inquiétantes qui se déplaçaient au fur et à mesure de mon avancée. Le cercle de pierre était là, intact, mais maintenant, il y avait autre chose. Des marques fraîches dans le sol, comme si quelqu'un avait marché en cercle de manière répétée. Des empreintes inégales et profondes, comme si la personne boitait ou traînait quelque chose de lourd. C'est alors que je remarquai quelque chose au centre du cercle. Un vieux carnet, sale de terre et partiellement brûlé sur les bords. Les pages étaient remplies de dessins grotesques, des figures humaines déformées, des yeux sans vie, des bouches ouvertes dans un cri éternel. Une des pages semblait avoir été arrachée avec force, laissant derrière elle une trace de sang sec. L'enregistreur dans ma poche captait des sons que mes oreilles ne pouvaient pas clairement détecter. Des murmures, des distorsions et le même bourdonnement inquiet que précédemment. J'essayais de me concentrer, mais la forêt semblait vivante, pulsant d'une énergie qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Soudain, j'entendis un bruissement dans les feuilles, suivi d'un son bas, presque imperceptible, mais inconfondable. Un rire étouffé, comme celui d'un enfant jouant à cache-cache. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne. Juste les arbres, immobiles, témoins silencieux. Le rire se transforma en un lamentement lointain. Un son semblant venir de tous les côtés et de nulle part à la fois. Je commençais à me sentir étourdi, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. C'est alors que je vis, un bref instant, une silhouette entre les arbres. Une ombre disparut aussi vite qu'elle était apparue. Je courus hors du cercle, mais la sensation d'être suivi ne me quittait pas. L'air autour de moi semblait plus froid, plus dense, et chaque bruit semblait amplifié. Je retournai à la cabane juste pour prendre mon matériel et quitter la forêt, mais quelque chose me fit m'arrêter. À la porte de la cabane, sculpté avec une précision récente, se trouvait le même symbole que j'avais vu dans les pages du carnet. Une figure humaine, les bras levés, entourée d'un cercle de feu. Pour la première fois, je ressentis une peur véritable et profonde.
Ce n'était pas une simple enquête. C'était quelque chose de plus ancien, une vengeance qui s'étendait à travers les siècles. Élise Durand n'était pas seulement une victime, elle était une présence qui refusait d'être oubliée. Je sortis de la forêt avec la sensation que, à chaque pas, j'étais entraîné plus profondément dans le piège qu'elle avait laissé pour quiconque osait troubler son repos. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je fus hanté par des cauchemars. Des figures sans visage m'observaient et la forêt m'appelait à nouveau. Ces murmures de plus en plus forts, plus proches. Je savais que la prochaine étape de mon enquête exigerait bien plus que du courage. Elle nécessiterait que je confronte non seulement les secrets de la forêt, mais aussi les démons qu'elle éveillait en moi. Chapitre 4. Le retour et l'écho de la peur. Je quittais Rennes le lendemain, avec la sensation de fuir quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. La forêt de Brocéliande semblait me suivre, ses ombres imprimées dans mon esprit. Le train pour Paris traversait le paysage gris de la France, mais mon esprit était accaparé par cette cabane, ses symboles et ses murmures. Je devais m'éloigner avant que quelque chose ne me retienne définitivement. De retour dans mon appartement à la capitale, j'ai été accueilli par le confort inquiet de la normalité. Les rues animées, le bruit des voitures et la lumière du soleil entre les bâtiments me donnaient l'illusion de sécurité. Mais je savais que le danger n'était pas seulement dans la forêt. Il était maintenant avec moi. Après des jours d'hésitation, je me suis finalement assis à ma table et j'ai écrit l'article pour Le Monde, relatant tout ce que j'avais vu et ressenti. Je n'ai pas omis de mentionner les disparitions, la peur dans les yeux de Gabrielle Fontaine et la présence troublante qui hantait cette cabane oubliée. L'article fut publié avec un grand retentissement, suscitant une vague de curiosité et de fascination morbide. L'histoire de la sorcière de Bellemare semblait avoir touché quelque chose de profond dans le public. J'ai reçu d'innombrables messages, certains de lecteurs intrigués, d'autres de personnes jurant avoir vu ou ressenti quelque chose de semblable. Et puis vinrent les explorateurs, les aventuriers urbains et bien sûr, d'autres journalistes en quête de leur propre vérité. Parmi eux se trouvait Juliette Boucher, une journaliste d'investigation de Libération, connue pour son travail incisif et son courage à affronter tous les types de dangers. Juliette me contacta en demandant plus d'informations sur mon enquête. « Je dois voir de mes propres yeux », dit-elle, avec une détermination qui me rappela moi-même quelques semaines auparavant. J'ai tenté de l'alerter, d'expliquer ce que j'avais ressenti, mais elle était résolue. Pour elle, cela n'était rien d'autre qu'une légende à démystifier. Juliette partit pour Rennes quelques jours plus tard, emportant avec elle une petite équipe de soutien. La dernière nouvelle que j'eus d'elle fut un bref message. « Je suis dans la forêt, Louis. La cabane est ici, exactement comme tu l'as décrite. Mais il y a quelque chose d'autre. Je sens que je ne suis pas seul. » Ce fut la dernière communication que j'eus de Juliette. Dans les jours suivants, elle ne répondit plus à ses emails, messages ou appels. Son équipe, désorientée et effrayée, fut retrouvée près de l'entrée de la forêt, mais Juliette avait disparu. La nouvelle de la disparition de Juliette se répandit rapidement, et avec elle, la légende de la sorcière de Bellemare prit de nouvelles couches de terreur. Le public, qui au départ considérait l'histoire comme un conte d'horreur, commença à la prendre avec une inquiétante sérieux. Les gens disparaissaient, et maintenant ce n'était plus seulement une vieille légende. C'est alors que 2 journalistes de Paris décidèrent d'enquêter. Camille Perrin et Antoine Lefebvre étaient reportés au Le Figaro, connus pour leur couverture de crimes et de cas mystérieux. Camille, jeune, intrépide et dotée d'une intuition aiguë, était l'une des journalistes les plus prometteuses de la rédaction. Antoine, vétéran avec plus de 20 ans de carrière, était sceptique par nature et ne se laissait pas intimider facilement. Ensemble, ils formaient un duo particulier, équilibrant courage et raison. Fasciné par l'histoire de Juliette et les récits de Louis, Camille convainquit Antoine de l'accompagner dans l'enquête. Ce n'est pas seulement une histoire de sorcière, Antoine, c'est découvrir ce qui se passe réellement. Si Juliette a disparu, nous devons savoir pourquoi, argumenta-t-elle. Antoine, initialement réticent, finit par céder. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans ce mystère.
quelque chose qui défiait toute logique et attirait quiconque osait s'en approcher. Le duo arriva à Rennes avec un plan clair. Il ne se dirigerait pas directement vers la forêt, sans d'abord parler à ceux qui y avaient été. La première rencontre fut avec Gabriel Fontaine, qui évitait maintenant toute mention de l'affaire, enfermé dans un appartement sombre rempli de photographies floues de la forêt. « N'y allez pas », fut tout ce qu'il réussit à dire. Gabriel semblait visiblement perturbé, ses mains tremblantes tenant une photo en particulier, une image floue de quelque chose qui ressemblait à une figure féminine au fond des arbres. Camille et Antoine tentèrent d'extraire plus d'informations, mais Gabriel était méconnaissable, prisonnier de ses propres peurs et visions. Au lieu de les décourager, cela alimenta seulement la détermination de Camille. « Il sait quelque chose, Antoine, et nous allons découvrir quoi. » Finalement, ils arrivèrent à l'entrée de la forêt de Brocéliande, le même endroit où Juliette avait été vue pour la dernière fois. Camille, toujours armée de sa caméra, commença à documenter tout dès le premier moment. La forêt était exactement comme Louis l'avait décrite, silencieuse, pesante, comme si elle tenait un ancien secret entre ses racines. Antoine, avec un enregistreur à la main, notait ses impressions, tandis qu'ils avançaient lentement. Ils suivirent le même chemin jusqu'à la cabane, et à mesure qu'ils s'en approchaient, ils commencèrent à remarquer les marques au sol, les empreintes inégales et les symboles que Louis avait mentionnés. La cabane était là, imposante et macabre, semblant les observer. Camille filma chaque détail, chaque morceau de bois pourri, chaque symbole gravé sur le mur. Antoine, quant à lui, se concentra sur les enregistrements audio, essayant de capter tout son pouvant être pertinent. Quand ils entrèrent dans la cabane, l'air sembla immédiatement se rafraîchir. Camille commença à examiner les restes des équipements de Juliette, encore éparpillés sur le sol, tandis qu'Antoine s'approcha du grenier. Là-haut, il trouva quelque chose de nouveau. Un message écrit en ancien français, récemment gravé dans le bois. « Elle vous attend. » L'inconfort d'Antoine augmenta, et pour la première fois, il commença à remettre en question sa propre santé mentale. Camille, en revanche, était déterminée à aller plus loin. « Allons jusqu'au cercle de pierre, » dit-elle. Et c'est lorsqu'ils arrivèrent sur place qu'ils remarquèrent quelque chose qui les glaça profondément. L'amulette de brindille était de retour, mais maintenant avec des mèches de cheveux accrochées, comme une offrande sinistre. L'enregistreur d'Antoine commença à capter des sons à nouveau, plus clairs cette fois. Des pas légers, des rires étouffés, et ce qui semblait être une voix féminine murmurant dans une langue inconnue. Camille, la caméra allumée, tentait de capturer l'invisible, mais ressentait la même présence que Louis avait décrite. Il savait qu'il n'était pas seul, mais quoi que ce soit qui était là, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement filmé ou enregistré. Lorsqu'ils décidèrent de faire demi-tour, ils réalisèrent que la forêt semblait différente. Les chemins qui auparavant étaient familiers étaient déformés, comme si les arbres s'étaient déplacés, formant un labyrinthe. Camille tenta d'utiliser la boussole de son téléphone, mais l'appareil semblait inutilisable, indiquant des directions impossibles. Les arbres semblaient se refermer autour d'eux, chaque sentier menant à un endroit inconnu. La panique commença à s'installer. Antoine, toujours sceptique, commença à courir, mais le bruit de ses pas semblait être avalé par la végétation dense. Camille le suivit, l'appelant, mais leur voix était étouffée par la forêt, comme si elles étaient absorbées par l'environnement. Les ombres s'allongeaient, les murmures s'intensifiaient, et la sensation d'être observé se renforçait. Après des heures à essayer de trouver une sortie, Camille et Antoine se retrouvèrent de retour au cercle de pierre, comme si la forêt les guidait délibérément vers cet endroit. La nuit tomba rapidement et le froid était mordant. Les deux journalistes, désormais épuisés et désespérés, réalisèrent qu'ils ne traitaient plus seulement avec une légende. Quelque chose dans cette forêt était vivant, conscient et ne les laisserait pas partir. Dans l'obscurité grandissante, ils s'assirent, épuisés, sachant que la sortie ne viendrait pas. Antoine tenait fermement l'enregistreur, écoutant le bourdonnement incessant, tandis que Camille gardait la caméra pointée vers le vide, espérant capturer ce qui ne pouvait être vu à l'œil nu. Ils étaient pris dans un cycle d'horreur.
ne sachant pas s'il verrait l'aube. Chapitre 5. La nuit de l'obscurité et le murmure de la mort. La forêt semblait respirer autour de Camille et Antoine. Les arbres, immobiles et grotesques dans l'obscurité, semblaient croître vers eux comme s'ils étaient vivants, observant chaque mouvement avec des yeux invisibles. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de terre humide, de moisie et de quelque chose de pourri qu'ils n'arrivaient pas à identifier. La sensation d'être surveillé s'intensifiait chaque minute, transformant le silence de la forêt en une terreur suffocante. Antoine était accroupi près du cercle de pierre, tenant l'enregistreur, les doigts tremblants alors qu'il tentait de reproduire des sons captés plus tôt. Des chuchotements dans une langue inconnue, des rires lointains résonnant comme un cauchemar. Camille tenait la caméra, filmant l'obscurité, essayant de garder son calme tout en documentant ce qu'elle croyait être le moment le plus crucial de sa carrière, ou peut-être de sa vie. Ce n'est pas normal, Camille. Nous ne pouvons pas rester ici. Antoine était visiblement perturbé, la voix brisée par la peur qui commençait à se transformer en désespoir. Les ombres semblaient bouger autour d'eux, tensant au bord de leur vision. Camille, cependant, essayait de rester ferme, même si son cœur battait frénétiquement. Elle ressentait la présence de la sorcière, cette énergie palpable qui semblait les envelopper comme un manteau lourd de peur et de malveillance. « Nous devons enregistrer cela. C'est la seule façon de montrer au monde ce qui se passe, » murmura Camille, essayant de se convaincre qu'elle avait encore un contrôle sur la situation. Mais la forêt semblait ne pas obéir aux lois du monde normal. Le temps se dilatait, le ciel nocturne devenait plus sombre, comme si les étoiles refusaient de briller sur cet endroit maudit. La nuit s'étirait dans un cycle interminable de peur. Chaque son, le froissement des feuilles, le craquement d'une branche, le murmure lointain du vent, était amplifié, se transformant en quelque chose de menaçant. À un moment, Camille et Antoine entendirent des pas autour d'eux, légers mais déterminés, comme si quelqu'un ou quelque chose circulait autour du cercle de pierre. Camille pointa la caméra dans la direction des sons, mais l'obscurité était absolue, et l'objectif ne capturait qu'une brume noire qui semblait engloutir la lumière. Antoine, ne pouvant plus supporter la pression, s'éloigna de quelques mètres du cercle, essayant d'allumer une cigarette avec des mains tremblantes. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Devant lui, la silhouette d'une figure féminine se formait lentement dans la pénombre, haute et élancée, avec des cheveux longs et en désordre. Antoine gela. L'air autour de lui devint glacial. La cigarette tomba de ses doigts, et il réalisa que la figure ne se contentait pas d'observer. Elle souriait. « Camille !» Antoine essaya d'appeler, mais sa voix ne sortit pas, comme si sa gorge avait été fermée par une main invisible. Il commença à reculer, trébuchant sur des racines et des pierres, tandis que la figure s'approchait lentement, presque en flottant, chaque mouvement gracieux et perturbant. Camille se retourna juste à temps pour voir Antoine essayer de fuir. Mais quelque chose le tira en arrière avec force. Il tomba sur le dos, griffant le sol, étant entraîné par une force invisible qui le tirait vers la forêt. Camille cria, mais le son fut étouffé par le vent qui sifflait autour d'eux comme un chœur de voix moqueuses. Antoine luttait, grattant le sol et criant à l'aide, mais Camille était paralysé, incapable de bouger ou même de comprendre ce qui se passait. Antoine disparut dans l'obscurité, son cri résonnant dans la forêt jusqu'à ce qu'il soit coupé brusquement, laissant seulement le silence lourd et oppressant. Camille se retrouva seule, ressentant le poids de la forêt sur ses épaules. Elle voulait fuir, mais ses jambes ne répondaient pas. La sorcière, ou quoi que ce soit, était autour d'elle, invisible mais présente. Camille se blottit contre une des pierres du cercle, tenant la caméra comme si c'était une encre à la réalité. Les heures semblaient s'étirer, et chaque seconde était une torture lente, l'obscurité se refermant de plus en plus. Le son de rire revint, plus fort cette fois, comme si plusieurs voix féminines s'amusaient à ses dépens. Camille regarda l'écran de la caméra. Un spectre blanc apparaissait entre les arbres, se déplaçant de manière erratique, comme un fantôme perdu. L'aube arriva, et avec elle, le froid s'intensifia. Camille commença à réaliser que quelque chose n'allait pas avec la forêt. Les arbres semblaient plus hauts, plus sombres, comme s'ils étaient vivants et observaient.
C'est alors qu'elle sentit une main froide sur son épaule. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le contact, cependant, resta, une sensation glaciale se répandant dans tout son corps, la faisant trembler. La voix de la sorcière, douce et cruelle, chuchota à son oreille. « Dis au monde, Camille, ils doivent savoir. » Camille tomba à genoux, la terreur envahissant son esprit. Elle voulait fuir, mais quelque chose en elle savait que fuir n'était pas une option. Elle avait été choisie. Antoine avait été le sacrifice, mais elle serait la messagère. Avec les premiers rayons de soleil traversant le feuillage des arbres, la présence de la sorcière sembla se dissiper, comme un cauchemar qui s'estompe à l'aube. Camille, épuisée et désorientée, commença à marcher, trébuchant hors de la forêt. Elle fut retrouvée des heures plus tard, sur la route voisine, couverte de boue et de feuilles, tenant toujours la caméra. Elle ne pouvait pas parler, répétant seulement les derniers chuchotements qu'elle avait entendus. « Dis au monde !» L'enregistrement sur sa caméra montrait des images déformées, des fragments d'Antoine étant tirés, des ombres dansantes et, à la fin, le visage de la sorcière souriant à l'objectif, comme si elle savait que ce serait le message final. Camille fut la seule à sortir de la forêt, mais elle ne fut jamais la même. Les images, les sons, le sourire de la sorcière, tout resta gravé dans son esprit comme une cicatrice invisible. Elle savait que sa mission maintenant était de raconter l'histoire, non par courage, mais parce que la sorcière l'avait laissée en vie pour cela. La forêt de Bellemare avait ses règles, et Camille n'était qu'un pion dans son jeu macabre. Louis Delacroix termina son récit avec les mots de Camille. Un avertissement sinistre pour quiconque oserait s'approcher de cette forêt. Elle choisit qui entre et qui sort. Ce n'est pas une histoire à déchiffrer, c'est un avertissement. Cette forêt ne veut pas être découverte. Et nous, les fous qui avons essayé, ne sommes que ces marionnettes. Je n'aurais jamais imaginé qu'un reportage pourrait me plonger si profondément dans l'abîme de l'inexplicable. Je m'appelle Louis Delacroix, journaliste d'investigation au Le Monde, l'un des journaux les plus respectés de France. Mes histoires traitent généralement de corruption politique, de crimes organisés ou des faiblesses du système social. Mais celle-ci est différente. Lorsque je me suis assis pour écrire ce récit, ma main tremblait comme jamais auparavant. Ce n'était pas de la peur, mais de l'incertitude quant à ce que j'avais vraiment vu et vécu. Tout a commencé par un appel que j'ai reçu au bureau un mardi froid de novembre. Le rédacteur en chef, Marc Dubois, toujours sceptique à l'égard des histoires à caractère paranormal, m'a demandé d'aller à Rennes enquêter sur un cas étrange. Un groupe de jeunes documentaristes avait disparu sans laisser de traces pendant la production d'un court-métrage sur une légende urbaine locale. Au début, j'ai hésité. Cela semblait être l'affaire d'un tabloïd sensationnaliste. Mais Marc était déterminé. C'est un travail pour le journalisme sérieux, a-t-il dit. Et bien sûr, une occasion en or de donner un nouvel angle à nos pages. Les jeunes cinéastes documentaient une ancienne légende de la région, quelque chose qui, jusqu'alors, n'était qu'un conte sombre raconté par des grands-parents pour effrayer les petits-enfants. L'histoire de la sorcière de Bellemare. Contrairement au célèbre cas américain, cette sorcière, supposément nommée Élise Durand, a été accusée de sorcellerie au Xe siècle. Torturée et exécutée dans les environs de la forêt de Brocéliande, une zone déjà entourée de mythes et de superstitions. La forêt elle-même était le théâtre de légendes arthuriennes, mais la présence d'Élise l'a rendue maudite. Je suis arrivé à Rennes le lendemain matin. Le froid était glacial et le brouillard dense. La ville était vibrante, avec des rues étroites et des bâtiments médiévaux qui semblaient murmurer de vieux secrets. Mon premier pas a été de rencontrer l'un des rares membres restants de ce projet de tournage, un technicien du son nommé Gabriel Fontaine. Il semblait marqué, comme s'il avait vu quelque chose que son esprit refusait de traiter. Vous ne comprenez pas, monsieur Delacroix. Nous étions sceptiques, vous savez. Rien de tout cela n'était réel, jusqu'à ce que ça le soit. Gabriel m'a parlé du dernier tournage, où tout le monde s'était concentré sur la recréation de l'un des rituels d'invocation décrits dans les documents trouvés à la bibliothèque locale. Selon lui, l'atmosphère a changé. Ce n'était pas seulement le silence de la forêt, c'était quelque chose de plus dense, une présence.
Elle est là, Louis, répétait-il, ses yeux vitreux. Élise, elle est toujours là. J'ai poursuivi la conversation, essayant d'obtenir plus d'informations, mais Gabriel était fragmenté, piégé dans sa propre terreur. Je n'ai pas pu tirer beaucoup plus qu'un nom et un emplacement. Une vieille cabane dans la forêt où ils avaient capturé les dernières images avant la disparition de 3 membres du groupe. C'était presque comme si la forêt avait englouti les jeunes. Aucun corps, aucune piste concrète, juste des bandes trouvées éparpillées dans la cabane, avec des audios troublants et des images tremblantes montrant quelque chose ou quelqu'un. Toujours hors de focus. Ma curiosité avait été éveillée d'une manière qui se produisait rarement. Je devais voir par moi-même. Partie 2. La forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande se dressait devant moi comme un labyrinthe de troncs tordus et d'ombres suffocantes. Ce n'était pas une forêt ordinaire. Elle semblait avoir une vie propre, observant et écoutant chacun de mes pas. Les histoires locales sur cette forêt étaient nombreuses. Guerrier enchanté, lac magique, et maintenant, la malédiction d'Élise Durand, la sorcière de Bellemare. Guidé par les instructions hésitantes de Gabriel Fontaine, j'avançais vers la cabane mentionnée, le seul point de départ pour tenter de comprendre ce qui était arrivé aux jeunes disparus. Chaque pas dans la forêt était lourd. Le sol humide absorbait le son de mes bottes, étouffant tout bruit. Les branches pendaient comme des bras squelettiques, tentant de m'attraper. Il y avait un silence là qui n'était pas naturel. Pas de chant d'oiseaux, ni de vent dans les feuilles, juste un vide oppressant. Ma caméra était allumée, et mon enregistreur captait chaque murmure, si faible soit-il. Après environ 40 minutes de marche, j'y étais. La cabane décrépita, à moitié enfouie dans la végétation, ses planches vieillies se tordaient comme si elles résistaient au temps. Il semblait impossible que quelqu'un ait vécu ici, mais la cabane était imprégnée d'une énergie qui me fit hésiter. Une odeur de bois pourri et de terre humide emplissait l'air, mêlée à quelque chose de métallique, évoquant le sang. J'entrais lentement, la lumière du matin peinant à pénétrer à travers les fenêtres brisées. Des morceaux d'équipement de tournage étaient éparpillés, comme si les jeunes avaient quitté les lieux en hâte. Au centre de la cabane, il y avait un petit foyer éteint, entouré de symboles étranges sculptés dans le sol. Des symboles que je ne pouvais reconnaître, mais qui semblaient anciens, comme une écriture arcane, destinée à retenir ou peut-être appeler quelque chose. Mon regard se fixa sur une des bandes laissées sur le sol. La couverture était tachée et usée, mais encore lisible. Je mis la bande dans mon enregistreur portable et le son qui en émergea était plus un lamentement qu'autre chose. Des voix chuchotées, des pleurs étouffés et quelque chose d'autre. Un bourdonnement constant semblant venir des profondeurs de la terre elle-même. Il était impossible de discerner ce qu'il disait, mais le ton était de pur désespoir. Soudain, un bruit métallique résonna dans l'espace. Quelque chose était tombé à l'étage supérieur de la cabane. L'adrénaline monta, et je ne savais pas si le bruit résultait de mon imagination ou s'il y avait vraiment quelqu'un là-haut. Je montais lentement les escaliers grinçants, chaque pas semblant une condamnation. Dans le grenier, il n'y avait guère plus que de la poussière et des vieilles caisses, mais une fenêtre brisée laissait passer un courant d'air froid qui me fit frissonner. C'est alors que je remarquai quelque chose griffonné sur le mur. Un dessin rudimentaire d'une femme entourée de flammes, avec des symboles semblables à ceux du sol. À côté d'elle, une date, 1692. L'année où Élise Durand fut brûlée vive. Tout à coup, j'entendis des pas légers mais rapides à l'extérieur de la cabane. Je courus à la fenêtre, mais je ne vis que les arbres se balancer légèrement. Il n'y avait personne, mais j'avais l'impression d'être observé. Je décidai de sortir de la cabane et de suivre le son, m'avançant dans la forêt vers un endroit où les branches semblaient plus tordues, presque formant un tunnel naturel. À chaque pas, je sentais le poids d'une présence invisible, quelque chose qui semblait m'entourer et me guider. C'était comme si la forêt se refermait autour de moi. Lorsque j'arrivais à une petite clairière, je remarquai que quelqu'un avait dressé un cercle de pierre, très semblable au rituel païen ancien que j'avais lu lors de mes recherches. Au centre, il y avait un petit amulette fait de brindilles entrelacées, formant une figure humaine.
C'était le même amulette mentionné dans les anciens journaux de la région comme un symbole de protection ou de malédiction. L'enregistreur était toujours allumé dans ma poche et en y jetant un coup d'œil, je vis que l'aiguille tournait de manière erratique, comme s'il y avait une interférence. Il y avait quelque chose autour de moi, mais je ne pouvais pas le voir, juste le sentir. Je retournai à la cabane pour prendre mes affaires et sortir de la forêt. Mais à mon arrivée, je remarquai que la porte était ouverte. Je l'avais fermée en entrant. J'essayais d'enregistrer quelques dernières impressions, mais chaque fois que je commençais à parler, le microphone captait un bruit étrange, presque comme un chuchotement lointain que je ne pouvais identifier. Cela ressemblait à une voix, mais parlait dans une langue que je ne connaissais pas. Cette nuit-là, je retournai à mon hôtel à Rennes, sentant que je n'avais fait qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand et bien plus sombre. Je ne pus dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les symboles, la figure de la femme dans les flammes, et je sentais le regard de la forêt sur moi. Quelque chose me disait que je n'étais pas seul et que mon enquête ne faisait que commencer. Partie 3. Écho du passé. La ville de Rennes se réveilla sous un fin brouillard qui traînait dans les rues comme des doigts glacés. J'avais passé la nuit à revoir les enregistrements de la cabane, essayant de trouver un sens dans le chaos des murmures et des bruits déconnectés. Il y avait quelque chose là, une présence qui transcendait la simple compréhension. Je savais que j'avais besoin de plus de réponses, et pour cela, je retournais à la source des quelques archives restantes sur Élise Durand, l'ancienne bibliothèque de la ville. Le bâtiment était une structure gothique, imposante, avec des colonnes qui semblaient soutenir le poids de siècles d'histoire enfouie. À l'intérieur, la pénombre n'était troublée que par la faible lumière qui filtrait par les hautes fenêtres poussiéreuses. Je découvris une petite salle d'archives oubliée, où les documents sur les sorcières de Bellemare étaient gardés comme des reliques d'un passé que personne n'osait revivre. C'est là que je rencontrai Madeleine Laurent, une bibliothécaire âgée mais aux yeux perçants, qui semblait connaître chaque recoin sombre de cet endroit. Elle m'observait avec un mélange de curiosité et de prudence, comme si elle savait plus qu'elle ne voulait le dire. Je lui posais des questions sur Élise Durand, et son regard se durcit. Il semblait que j'avais mentionné un nom qu'elle préférait oublier. « Vous ne devriez pas vous mêler de ces choses, monsieur Delacroix, » dit-elle d'une voix basse, ses doigts tremblants parcourant le cuir usé d'un des vieux livres. Élise était une femme injustement condamnée. Oui, mais les histoires qui ont suivi, elles ne sont pas que des légendes. Quelque chose s'est réveillé dans cette forêt, et beaucoup croient que ce n'est pas seulement sa mémoire. Madeleine me remit un vieux journal, le plus proche d'une confession écrite par quelqu'un qui avait été témoin des jugements et des exécutions de l'époque. Feuilletant les pages jaunies, je trouvais des descriptions de rituels étranges réalisés avant la capture d'Élise. Des gens disparaissaient sans explication, et la forêt semblait dévorer ceux qui s'aventuraient trop près de l'ancienne cabane, où l'on dit qu'Élise avait accompli ses derniers sortilèges. Mais un passage en particulier attira mon attention. C'était le récit d'un habitant local qui décrivait avoir vu la silhouette d'une femme dans l'ombre de la forêt, longtemps après l'exécution d'Élise. Elle se déplaçait lentement entre les arbres, entourée d'une brume dense qui semblait la suivre comme un voile, murmurant dans une langue que personne ne pouvait comprendre. Je pris le journal avec moi, promettant de le rendre, et décidai de retourner dans la forêt le même après-midi. Quelque chose dans cette description coïncidait avec ce que j'avais ressenti dans la cabane, comme si l'environnement lui-même tentait de communiquer d'une manière déformée. Je devais revisiter l'endroit du cercle de pierre, le lieu où l'amulette de brindille avait été trouvée. Lorsque je revins dans la forêt, l'atmosphère semblait encore plus pesante. La lumière du soleil peinait à traverser les cimes des arbres, projetant des ombres inquiétantes qui se déplaçaient au fur et à mesure de mon avancée. Le cercle de pierre était là, intact, mais maintenant, il y avait autre chose. Des marques fraîches dans le sol, comme si quelqu'un avait marché en cercle de manière répétée. Des empreintes inégales et profondes,
comme si la personne boitait ou traînait quelque chose de lourd. C'est alors que je remarquai quelque chose au centre du cercle. Un vieux carnet, sale de terre et partiellement brûlé sur les bords. Les pages étaient remplies de dessins grotesques, des figures humaines déformées, des yeux sans vie, des bouches ouvertes dans un cri éternel. Une des pages semblait avoir été arrachée avec force, laissant derrière elle une trace de sang sec. L'enregistreur dans ma poche captait des sons que mes oreilles ne pouvaient pas clairement détecter. Des murmures, des distorsions et le même bourdonnement inquiet que précédemment. J'essayais de me concentrer, mais la forêt semblait vivante, pulsant d'une énergie qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Soudain, j'entendis un bruissement dans les feuilles, suivi d'un son bas, presque imperceptible, mais inconfondable. Un rire étouffé, comme celui d'un enfant jouant à cache-cache. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne. Juste les arbres immobiles, témoins silencieux. Le rire se transforma en un lamentement lointain, un son semblant venir de tous les côtés et de nulle part à la fois. Je commençais à me sentir étourdi, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. C'est alors que je vis, un bref instant, une silhouette entre les arbres. Une ombre disparut aussi vite qu'elle était apparue. Je courus hors du cercle, mais la sensation d'être suivi ne me quittait pas. L'air autour de moi semblait plus froid, plus dense, et chaque bruit semblait amplifié. Je retournai à la cabane juste pour prendre mon matériel et quitter la forêt, mais quelque chose me fit m'arrêter. À la porte de la cabane, sculpté avec une précision récente, se trouvait le même symbole que j'avais vu dans les pages du carnet. Une figure humaine, les bras levés, entourée d'un cercle de feu. Pour la première fois, je ressentis une peur véritable et profonde. Ce n'était pas une simple enquête, c'était quelque chose de plus ancien, une vengeance qui s'étendait à travers les siècles. Élise Durand n'était pas seulement une victime, elle était une présence qui refusait d'être oubliée. Je sortis de la forêt avec la sensation que, à chaque pas, j'étais entraîné plus profondément dans le piège qu'elle avait laissé pour quiconque osait troubler son repos. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je fus hanté par des cauchemars. Des figures sans visage m'observaient, et la forêt m'appelait à nouveau. Ces murmures de plus en plus forts, plus proches. Je savais que la prochaine étape de mon enquête exigerait bien plus que du courage. Elle nécessiterait que je confronte non seulement les secrets de la forêt, mais aussi les démons qu'elle éveillait en moi. Chapitre 4. Le retour et l'écho de la peur. Je quittai Rennes le lendemain, avec la sensation de fuir quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. La forêt de Brocéliande semblait me suivre, ses ombres imprimées dans mon esprit. Le train pour Paris traversait le paysage gris de la France, mais mon esprit était accaparé par cette cabane, ses symboles et ses murmures. Je devais m'éloigner avant que quelque chose ne me retienne définitivement. De retour dans mon appartement à la capitale, j'ai été accueilli par le confort inquiet de la normalité. Les rues animées, le bruit des voitures et la lumière du soleil entre les bâtiments me donnaient l'illusion de sécurité. Mais je savais que le danger n'était pas seulement dans la forêt. Il était maintenant avec moi. Après des jours d'hésitation, je me suis finalement assis à ma table et j'ai écrit l'article pour Le Monde, relatant tout ce que j'avais vu et ressenti. Je n'ai pas omis de mentionner les disparitions, la peur dans les yeux de Gabriel Fontaine et la présence troublante qui hantait cette cabane oubliée. L'article fut publié avec un grand retentissement, suscitant une vague de curiosité et de fascination morbide. L'histoire de la sorcière de Bellemare semblait avoir touché quelque chose de profond dans le public. J'ai reçu d'innombrables messages, certains de lecteurs intrigués, d'autres de personnes jurant avoir vu ou ressenti quelque chose de semblable. Et puis vinrent les explorateurs, les aventuriers urbains et bien sûr, d'autres journalistes en quête de leur propre vérité. Parmi eux se trouvait Juliette Boucher, journaliste d'investigation de Libération, connue pour son travail incisif et son courage à affronter tous les types de dangers. Juliette me contacta en demandant plus d'informations sur mon enquête. Je dois voir de mes propres yeux, dit-elle, avec une détermination qui me rappela moi-même quelques semaines auparavant. J'ai tenté de l'alerter, d'expliquer ce que j'avais ressenti, mais elle était résolue. Pour elle, cela n'était rien d'autre qu'une légende à démystifier.
Juliette partit pour Rennes quelques jours plus tard, emportant avec elle une petite équipe de soutien. La dernière nouvelle que j'eus d'elle fut un bref message. « Je suis dans la forêt, Louis. La cabane est ici, exactement comme tu l'as décrite. Mais il y a quelque chose d'autre. Je sens que je ne suis pas seul. » Ce fut la dernière communication que j'eus de Juliette. Dans les jours suivants, elle ne répondit plus à ses emails, messages ou appels. Son équipe, désorientée et effrayée, fut retrouvée près de l'entrée de la forêt, mais Juliette avait disparu. La nouvelle de la disparition de Juliette se répandit rapidement, et avec elle, la légende de la sorcière de Bellemare prit de nouvelles couches de terreur. Le public, qui au départ considérait l'histoire comme un conte d'horreur, commença à la prendre avec une inquiétante sérieux. Les gens disparaissaient, et maintenant ce n'était plus seulement une vieille légende. C'est alors que 2 journalistes de Paris décidèrent d'enquêter. Camille Perrin et Antoine Lefebvre étaient reportés au Le Figaro, connus pour leur couverture de crimes et de cas mystérieux. Camille, jeune, intrépide et dotée d'une intuition aiguë, était l'une des journalistes les plus prometteuses de la rédaction. Antoine, vétéran avec plus de 20 ans de carrière, était sceptique par nature et ne se laissait pas intimider facilement. Ensemble, ils formaient un duo particulier, équilibrant courage et raison. Fasciné par l'histoire de Juliette et les récits de Louis, Camille convainquit Antoine de l'accompagner dans l'enquête. Ce n'est pas seulement une histoire de sorcière, Antoine, c'est découvrir ce qui se passe réellement. Si Juliette a disparu, nous devons savoir pourquoi, argumenta-t-elle. Antoine, initialement réticent, finit par céder. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans ce mystère, quelque chose qui défiait toute logique et attirait quiconque osait s'en approcher. Le duo arriva à Rennes avec un plan clair. Il ne se dirigerait pas directement vers la forêt, sans d'abord parler à ceux qui y avaient été. La première rencontre fut avec Gabriel Fontaine, qui évitait maintenant toute mention de l'affaire, enfermé dans un appartement sombre rempli de photographies floues de la forêt. « N'y allez pas », fut tout ce qu'il réussit à dire. Gabriel semblait visiblement perturbé, ses mains tremblantes tenant une photo en particulier, une image floue de quelque chose qui ressemblait à une figure féminine au fond des arbres. Camille et Antoine tentèrent d'extraire plus d'informations, mais Gabriel était méconnaissable, prisonnier de ses propres peurs et visions. Au lieu de les décourager, cela alimenta seulement la détermination de Camille. « Il sait quelque chose, Antoine, et nous allons découvrir quoi ?» Finalement, ils arrivèrent à l'entrée de la forêt de Brocéliande, le même endroit où Juliette avait été vue pour la dernière fois. Camille, toujours armée de sa caméra, commença à documenter tout dès le premier moment. La forêt était exactement comme Louis l'avait décrite, silencieuse, pesante, comme si elle tenait un ancien secret entre ses racines. Antoine, avec un enregistreur à la main, notait ses impressions, tandis qu'ils avançaient lentement. Ils suivirent le même chemin jusqu'à la cabane, et à mesure qu'ils s'en approchaient, ils commencèrent à remarquer les marques au sol, les empreintes inégales et les symboles que Louis avait mentionnés. La cabane était là, imposante et macabre, semblant les observer. Camille filma chaque détail, chaque morceau de bois pourri, chaque symbole gravé sur le mur. Antoine, quant à lui, se concentra sur les enregistrements audio, essayant de capter tout son pouvant être pertinent. Quand ils entrèrent dans la cabane, l'air sembla immédiatement se rafraîchir. Camille commença à examiner les restes des équipements de Juliette, encore éparpillés sur le sol, tandis qu'Antoine s'approcha du grenier. Là-haut, il trouva quelque chose de nouveau, un message écrit en ancien français, récemment gravé dans le bois. « Elle vous attend ». L'inconfort d'Antoine augmenta, et pour la première fois, il commença à remettre en question sa propre santé mentale. Camille, en revanche, était déterminée à aller plus loin. « Allons jusqu'au cercle de pierre », dit-elle. Et c'est lorsqu'ils arrivèrent sur place qu'ils remarquèrent quelque chose qui les glaça profondément. L'amulette de brindille était de retour, mais maintenant avec des mèches de cheveux accrochées, comme une offrande sinistre. L'enregistreur d'Antoine commença à capter des sons à nouveau, plus clairs cette fois. Des pas légers, des rires étouffés, et ce qui semblait être une voix féminine murmurant dans une langue inconnue. Camille, la caméra allumée,
tentait de capturer l'invisible, mais ressentait la même présence que Louis avait décrite. Il savait qu'il n'était pas seul, mais quoi que ce soit qui était là, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement filmé ou enregistré. Lorsqu'ils décidèrent de faire demi-tour, ils réalisèrent que la forêt semblait différente. Les chemins qui auparavant étaient familiers étaient déformés, comme si les arbres s'étaient déplacés, formant un labyrinthe. Camille tenta d'utiliser la boussole de son téléphone, mais l'appareil semblait inutilisable, indiquant des directions impossibles. Les arbres semblaient se refermer autour d'eux, chaque sentier menant à un endroit inconnu. La panique commença à s'installer. Antoine, toujours sceptique, commença à courir, mais le bruit de ses pas semblait être avalé par la végétation dense. Camille le suivit, l'appelant, mais leur voix était étouffée par la forêt, comme si elles étaient absorbées par l'environnement. Les ombres s'allongeaient, les murmures s'intensifiaient, et la sensation d'être observé se renforçait. Après des heures à essayer de trouver une sortie, Camille et Antoine se retrouvèrent de retour au cercle de pierre, comme si la forêt les guidait délibérément vers cet endroit. La nuit tomba rapidement et le froid était mordant. Les deux journalistes, désormais épuisés et désespérés, réalisèrent qu'ils ne traitaient plus seulement avec une légende. Quelque chose dans cette forêt était vivant, conscient et ne les laisserait pas partir. Dans l'obscurité grandissante, ils s'assirent, épuisés, sachant que la sortie ne viendrait pas. Antoine tenait fermement l'enregistreur, écoutant le bourdonnement incessant, tandis que Camille gardait la caméra pointée vers le vide, espérant capturer ce qui ne pouvait être vu à l'œil nu. Ils étaient pris dans un cycle d'horreur, ne sachant pas s'ils verraient l'aube. Chapitre 5. La nuit de l'obscurité et le murmure de la mort. La forêt semblait respirer autour de Camille et Antoine. Les arbres, immobiles et grotesques dans l'obscurité, semblaient croître vers eux comme s'ils étaient vivants, observant chaque mouvement avec des yeux invisibles. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de terre humide, de moisie et de quelque chose de pourri qu'ils n'arrivaient pas à identifier. La sensation d'être surveillé s'intensifiait chaque minute, transformant le silence de la forêt en une terreur suffocante. Antoine était accroupi près du cercle de pierre, tenant l'enregistreur, les doigts tremblants alors qu'il tentait de reproduire des sons captés plus tôt. Des chuchotements dans une langue inconnue, des rires lointains résonnant comme un cauchemar. Camille tenait la caméra, filmant l'obscurité, essayant de garder son calme tout en documentant ce qu'elle croyait être le moment le plus crucial de sa carrière, ou peut-être de sa vie. « Ce n'est pas normal, Camille. Nous ne pouvons pas rester ici. » Antoine était visiblement perturbé, la voix brisée par la peur qui commençait à se transformer en désespoir. Les ombres semblaient bouger autour d'eux, dansant au bord de leur vision. Camille, cependant, essayait de rester ferme, même si son cœur battait frénétiquement. Elle ressentait la présence de la sorcière, cette énergie palpable qui semblait les envelopper comme un manteau lourd de peur et de malveillance. « Nous devons enregistrer cela. C'est la seule façon de montrer au monde ce qui se passe, » murmura Camille, essayant de se convaincre qu'elle avait encore un contrôle sur la situation. Mais la forêt semblait ne pas obéir aux lois du monde normal. Le temps se dilatait, le ciel nocturne devenait plus sombre, comme si les étoiles refusaient de briller sur cet endroit maudit. La nuit s'étirait dans un cycle interminable de peur. Chaque son, le froissement des feuilles, le craquement d'une branche, le murmure lointain du vent, était amplifié, se transformant en quelque chose de menaçant. À un moment, Camille et Antoine entendirent des pas autour d'eux, légers mais déterminés, comme si quelqu'un ou quelque chose circulait autour du cercle de pierre. Camille pointa la caméra dans la direction des sons, mais l'obscurité était absolue, et l'objectif ne capturait qu'une brume noire qui semblait engloutir la lumière. Antoine, ne pouvant plus supporter la pression, s'éloigna de quelques mètres du cercle, essayant d'allumer une cigarette avec des mains tremblantes. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Devant lui, la silhouette d'une figure féminine se formait lentement dans la pénombre, haute et élancée, avec des cheveux longs et en désordre. Antoine gela. L'air autour de lui devint glacial. La cigarette tomba de ses doigts, et il réalisa que la figure ne se contentait pas d'observer. Elle souriait. « Camille. »
Antoine essaya d'appeler, mais sa voix ne sortit pas, comme si sa gorge avait été fermée par une main invisible. Il commença à reculer, trébuchant sur des racines et des pierres, tandis que la figure s'approchait lentement, presque en flottant, chaque mouvement gracieux et perturbant. Camille se retourna juste à temps pour voir Antoine essayer de fuir. Mais quelque chose le tira en arrière avec force. Il tomba sur le dos, griffant le sol, étant entraîné par une force invisible qui le tirait vers la forêt. Camille cria, mais le son fut étouffé par le vent qui sifflait autour d'eux comme un chœur de voix moqueuses. Antoine luttait, grattant le sol et criant à l'aide, mais Camille était paralysé, incapable de bouger ou même de comprendre ce qui se passait. Antoine disparut dans l'obscurité, son cri résonnant dans la forêt jusqu'à ce qu'il soit coupé brusquement, laissant seulement le silence lourd et oppressant. Camille se retrouva seule, ressentant le poids de la forêt sur ses épaules. Elle voulait fuir, mais ses jambes ne répondaient pas. La sorcière, ou quoi que ce soit, était autour d'elle, invisible mais présente. Camille se blottit contre une des pierres du cercle, tenant la caméra comme si c'était une encre à la réalité. Les heures semblaient s'étirer, et chaque seconde était une torture lente, l'obscurité se refermant de plus en plus. Le son de rire revint, plus fort cette fois, comme si plusieurs voix féminines s'amusaient à ses dépens. Camille regarda l'écran de la caméra. Un spectre blanc apparaissait entre les arbres, se déplaçant de manière erratique, comme un fantôme perdu. L'aube arriva, et avec elle, le froid s'intensifia. Camille commença à réaliser que quelque chose n'allait pas avec la forêt. Les arbres semblaient plus hauts, plus sombres, comme s'ils étaient vivants et observaient. C'est alors qu'elle sentit une main froide sur son épaule. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le contact, cependant, resta, une sensation glaciale se répandant dans tout son corps, la faisant trembler. La voix de la sorcière, douce et cruelle, chuchota à son oreille. « Dis au monde, Camille, ils doivent savoir. » Camille tomba à genoux, la terreur envahissant son esprit. Elle voulait fuir, mais quelque chose en elle savait que fuir n'était pas une option. Elle avait été choisie. Antoine avait été le sacrifice, mais elle serait la messagère. Avec les premiers rayons de soleil traversant le feuillage des arbres, la présence de la sorcière sembla se dissiper, comme un cauchemar qui s'estompe à l'aube. Camille, épuisée et désorientée, commença à marcher, trébuchant hors de la forêt. Elle fut retrouvée des heures plus tard, sur la route voisine, couverte de boue et de feuilles, tenant toujours la caméra. Elle ne pouvait pas parler, répétant seulement les derniers chuchotements qu'elle avait entendus. « Dis au monde ». L'enregistrement sur sa caméra montrait des images déformées, des fragments d'Antoine étant tirés, des ombres dansantes et, à la fin, le visage de la sorcière souriant à l'objectif, comme si elle savait que ce serait le message final. Camille fut la seule à sortir de la forêt, mais elle ne fut jamais la même. Les images, les sons, le sourire de la sorcière, tout resta gravé dans son esprit comme une cicatrice invisible. Elle savait que sa mission maintenant était de raconter l'histoire, non par courage, mais parce que la sorcière l'avait laissée en vie pour cela. La forêt de Bellemare avait ses règles, et Camille n'était qu'un pion dans son jeu macabre. Louis Delacroix termina son récit avec les mots de Camille. Un avertissement sinistre pour quiconque oserait s'approcher de cette forêt. Elle choisit qui entre et qui sort. Ce n'est pas une histoire à déchiffrer. C'est un avertissement. Cette forêt ne veut pas être découverte. Et nous, les fous qui avons essayé, ne sommes que ses marionnettes.